Imaginez un instant, un chercheur en intelligence artificielle, avec un doctorat en physique de la fameuse université Cornell, il crée des algorithmes ultra complexes pour les géantes de Wall Street. Ouais, le genre de modèle qui intègre vraiment les toutes dernières avancées mathématiques. Exactement. Et le résultat de tout ça, il fait perdre des millions de dollars à ses employeurs. C'est fou quand on y pense. Complètement. Mais le plus dingue, c'est que quelques années plus tard, ce même chercheur travaille tout seul, depuis sa chambre d'amis. Avec des principes mathématiques super basiques en plus. Voilà, et là, boum, il devient hyper rentable. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est tout le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. L'histoire du docteur Ernest P. Chan, elle montre de manière assez éclatante qu'en finance quantitative, la sursophistication, c'est souvent un piège. Et notre mission, à travers cette plongée dans son livre, Quantitative Trading, c'est justement de comprendre cette dynamique. On va parler de trading quantitatif et algorithmique, mais vraiment sous l'angle de l'investisseur indépendant. C'est ça. Le trading quantitatif, pour faire simple, c'est utiliser des algorithmes pour prendre des décisions d'achat et de vente, mais uniquement basées sur des données. On élimine l'intuition, on supprime l'émotion humaine. Ouais, il ne reste que des statistiques et du code. Et on va voir pourquoi une personne isolée peut rivaliser avec les grandes institutions et surtout, comment éviter les gros pièges du backtesting, le test sur des données historiques. D'accord, décortiquons tout cela. Déjà, on a tous cette image en tête, genre le domaine est réservé au génie des maths. Le cliché du physicien quantique qui traite des trucs incompréhensibles. Mais carrément. Alors que la source affirme l'inverse. Les stratégies qui marchent le mieux pour les indépendants, elles s'appliquent à des instruments hyper simples. Des actions classiques, des devises. Des contrats à terme, rien de très exotique en fait. Et c'est là que l'expérience du Dr Chan est révélatrice. Chez Morgan Stanley, il utilisait des modèles qui essayaient de capter le moindre petit micro-mouvement du marché. Le problème de ces algorithmes hyper complexes, j'imagine, c'est qu'ils surréagissent, non? Et totalement. Il confondent un bruit aléatoire avec un vrai signal. Et en devenant indépendant, Chan a compris que la robustesse, elle se trouvait dans des approches simples, comme l'arbitrage statistique. Attends, on s'arrête là-dessus une seconde. L'arbitrage statistique, ça sonne quand même vachement institutionnel. Concrètement, comment ça marche sous le capot? Mécaniquement, c'est exploiter des anomalies de prix temporaires entre deux actifs qui sont historiquement liés. Genre deux entreprises concurrentes. Voilà, leurs actions évoluent souvent en tandem. Si un matin, l'action A monte de 3% et l'action B chute de 3% sans aucune vraie raison, La relation historique est brisée. exactement. Donc l'algo va vendre l'action A à découvert et acheter la B en pariant mathématiquement que cet écart va se résorber. Ah ouais, c'est comme un levier en physique en fait. Basique, t'as pas de pièce mobile inutile qui risque de s'enrayer, mais c'est redoutable pour soulever des montagnes. C'est une super image et le livre cite d'ailleurs Einstein « Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples ». C'est très juste. Et ce qui frappe aussi, au-delà des maths, c'est l'attrait commercial de ce modèle. C'est hyper évolutif. Grâce à l'effet de levier, augmenter tes profits, ça ne demande pas d'embaucher des gens ou de louer un entrepôt. Tu changes juste un paramètre dans ton code. Ouais, la taille de la position. Et niveau temps, l'auteur dit y consacrer environ 2 heures le matin et allez, une demi-heure à la clôture. Le rêve pour l'indépendance financière. Pas de clients à convaincre, zéro marketing. Le marché s'en fiche que tu sois dans un gratte-ciel à Wall Street ou en pyjama sur ton canapé. C'est clair, c'est le détachement total des contraintes commerciales classiques. Mais du coup, si c'est si idyllique, la grande question c'est, on la trouve où l'idée de stratégie? Le texte parle de forums, de blogs, de thèses publiques. Et là, j'avoue, j'ai un gros doute. Ah, le fameux scepticisme sur les stratégies gratuites. Ah oui, oui, logique. Si quelqu'un publie une stratégie gagnante, genre gratuitement sur un forum, le simple fait qu'elle soit copiée par des milliers d'algos, ça détruit pas son avantage concurrentiel direct, non? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que la réponse est souvent non, Attends, vraiment, comment c'est possible? à cause de ce qu'on appelle la capacité d'une stratégie. Les auteurs partagent souvent une version brute, une idée conceptuelle. Le vrai secret, c'est comment tu vas l'adapter à tes propres contraintes. Ah d'accord. Et les grandes institutions, elles n'ont pas les mêmes contraintes? C'est ça le truc. Elles cherchent des stratégies capables d'absorber des millions de dollars sans faire décaler les prix du marché. Comme d'immenses baleines. Ouais, des baleines qui s'échoueraient dans des eaux peu profondes. Si une stratégie de blog ne peut absorber que, disons, 100 000 dollars avant de devenir perdante, la grosse banque l'ignora complètement. Alors que le trader indépendant, lui, c'est le petit poisson agile pour qui c'est l'écosystème parfait. Exactement. C'est ton propre capital qui définit ton terrain de jeu.
Le livre explique bien que la stratégie sera diamétralement opposée si tu as 10 000 $ ou plus de 100 000 $. Parce que le capital dicte les instruments que tu peux trader, c'est ça? Oui, avec un petit compte, tu vas chercher des instruments avec un fort effet de levier. Le texte cite le contrat à terme sur le platine. Ça marche comment le platine? Ça demande une marge initiale, un dépôt de garantie quoi, d'environ 8 100 $. Ce qui semble plutôt accessible. Sauf que la valeur nominale de ce contrat, c'est 100 000 $. Et le platine, c'est ultra volatile. Ça peut faire des bonds de 6% dans la journée. Oh la vache. Faisons le calcul. Une fluctuation de 6% sur 100 000 $, ça fait un mouvement de 6 000 $. Voilà. Et si ta marge, c'est 8 100 $, un seul mouvement contraire efface presque tout ton compte en quelques heures. C'est un risque complètement asymétrique. C'est pour ça que Shan recommande plutôt le E-mini S&P 500, le ES. Pourquoi lui en particulier? Parce qu'il est adossé aux 500 plus grosses boîtes américaines. La liquidité est monstrueuse. Cette profondeur absorbe les chocs, ça lisse la volatilité. Donc pas de gros décalage soudain comme avec le platine. Et niveau capital? Il demande une marge presque 2 fois moindre, donc beaucoup plus adapté à un capital moyen. Et le capital, ça joue aussi sur les données. Si t'as un petit budget, tu peux pas te payer des flux de données à la milliseconde. Ah ça, les données de haute fréquence, ça coûte une fortune. Tu dois te rabattre sur des données horaires ou journalières. Sans parler du temps libre. Si tu as un job à côté, tu vas pas faire du trading intraday avec 50 heures par jour. Non, c'est impossible, sans une automatisation de niveau industriel. Vaut mieux opter pour du intraday, où tu gardes tes positions la nuit. Bon, une fois qu'on a trouvé la bonne stratégie adaptée à notre vie, on regarde quoi? Le rendement moyen? Genre génial, je fais du 20% par an, je signe où? Surtout pas, c'est la première erreur fatale. Ah ouais? Pourquoi? Évaluer une stratégie juste sur son rendement final, ça masque complètement le chemin chaotique qu'elle a emprunté pour y arriver. Dis quel niveau de risque tu as pris pour générer chaque dollar. Un bon indépendant vise un Sharpe supérieur à 1. Et le livre part d'un Sharpe supérieur à 3, ce qui voudrait dire rentable presque tous les jours. Mais soyons honnêtes, c'est une licorne mathématique, non? C'est hyper rare. Dans le milieu quantitatif, un Sharpe de 3 sur un premier test, ça déclenche tous les signaux d'alarme. C'est souvent qu'il y a une erreur dans ton code ou que tu as oublié des frais. Pour garder une image simple, le rendement moyen, c'est juste de savoir si ton avion est bien arrivé à l'aéroport. Ouais, Mais le ratio de Sharpe, c'est ton indicateur de turbulence du vol. Tu veux pas avoir subi des chutes libres terrifiantes en plein milieu. c'est une excellente métaphore. Et ces chutes libres, en finance, c'est les drawdowns. C'est-à-dire la baisse maximale depuis le dernier sommet du portefeuille. Voilà. Et au-delà du risque de ruiner ton compte, le drawdown, psychologiquement, c'est dévastateur. J'imagine. Regarder ton algo perdre de l'argent consciencieusement tous les jours pendant 6 mois. Il faut des nerfs d'acier. C'est pour ça qu'il faut évaluer la profondeur maximale du drawdown historique, mais aussi sa durée. Surtout que la réalité des marchés vient rajouter une couche avec les coûts de transaction. C'est pas juste la commission du courtier en fait. Non, les coûts cachés sont pires. Déjà, tu as les spreads, l'écart acheteur-vendeur. Tu dois toujours traverser ce spread pour entrer rapidement, donc tu perds quelques centimes à chaque fois. Et le fameux slippage, le dérapage. Ah, le slippage. L'algo décide d'acheter à un prix X. Mais le temps que l'ordre arrive au courtier, quelques millisecondes plus tard, Le marché a déjà bougé. exactement. L'exemple du livre sur le E-mini S&P 500 illustre ça super bien. Ah oui, la stratégie avec un Sharpe incroyable de 3 sur le papier. Des transactions toutes les 5 minutes. La perfection absolue en simulation. Mais tu lui appliques une micro-pénalité d'un point de base, juste 0,01% pour simuler le spread et le slippage. Et le ratio de Sharpe s'effondre à -3. Le désastre total. La haute fréquence agit comme une taxe invisible qui bouffe toute ta marge. Ce qui nous amène à la phase finale, le grand champ de mine, le backtesting. On prend notre algorithme et on le fait tourner sur 10 ans d'historique. Sauf que les données mentent. Les données brutes sont truffées de pièges. Il faut les nettoyer. Prends les splits, les fractionnements d'actions. Genre une action à 100 $ qui se divise en deux pour être plus accessible. C'est ça. Le lendemain, elle cote à 50 $. Mais les actionnaires en ont 2 fois plus. Sauf que l'algo, s'il n'a pas la donnée corrigée, il voit juste une chute colossale de 50% en une nuit et il panique. Il va déclencher des faux signaux de vente. Donc il faut appliquer des multiplicateurs rétrospectifs. Idem pour les dividendes. Mais le pire de tous les pièges, c'est le biais de survie, survivorship bias. L'exemple de 2001 m'a vraiment marqué. Ah, la stratégie fictive qui achète les actions à très bas prix après l'éclatement de la bulle Internet. Voilà. Sur des données réelles et rigoureuses, la stratégie fait moins 42%. Logique, elle achetait aveuglement des boîtes technologiques qui ont fini par faire faillite. Sauf que si tu prends ce même algorithme sur une base de données gratuite trouvée sur Internet,
Le résultat, c'est un absurde plus 388%. C'est fou, hein? Parce que la base gratuite a effacé toutes les boîtes qui ont fait faillite. L'algo sélectionne que les actions de 2001 qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Il se transforme accidentellement en machine à voyager dans le temps. C'est le meilleur moyen de valider un truc qui va te ruiner en vrai. Dans le même style de voyage temporel, il y a le biais d'anticipation, le look ahead bias. Ça, c'est souvent juste une erreur de code. Ton algorithme prend une décision à 10 heures du matin, mais la ligne de code utilise le prix de clôture de 16 heures comme critère. Évidemment qu'il a toujours raison, il lit l'avenir. Et le plus pernicieux reste le biais de fouille de données, la suroptimisation. On rajoute plein de paramètres pour que la courbe colle parfaitement au passé. C'est ça. On force le modèle à mémoriser le passé au lieu d'identifier des vrais principes. La règle d'or du livre, c'est qu'il faut au moins 252 jours de données historiques pour chaque paramètre que tu optimises. Donc si j'ai 100 indicateurs, il me faut des années de données. Et l'auteur parle aussi des modèles sans paramètres. Comment c'est possible un modèle sans réglage à l'insu? Au lieu de coder en dur « achète quand le prix croise la moyenne des 50 derniers jours », l'algorithme est dynamique. Il scanne les données chaque jour et s'adapte. Si aujourd'hui la moyenne sur 32 jours marche mieux, il utilise 32. Si demain c'est 14, il pivote tout seul. C'est génial. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on se rend compte que le trader face à son backtest, il doit agir exactement comme un scientifique. Précisément. Un bon backtest cherche pas à valider une idée de génie. Le but, c'est d'essayer de casser le modèle, de prouver que la théorie est fausse, en traquant les biais. C'est une vraie hygiène intellectuelle. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour finir, Sam? Que le trading quantitatif pour les indépendants, c'est loin d'être un mythe inaccessible. Ouais, c'est très pragmatique. La simplicité bat souvent l'architecture institutionnelle trop lourde. Le succès vient du bon choix d'instruments, en fonction de son capital, comme l'ES au lieu du platine. Et d'une vraie rigueur. Ne pas se laisser aveugler par les rendements moyens. Regarder le ratio de Sharpe et surtout traquer les biais de survie et la suroptimisation dans ces tests. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice. Je t'écoute. Si on extrapole tout ça, avec des outils grand public et des données abordables, n'importe qui peut déployer des modèles dynamiques depuis son salon aujourd'hui. C'est vrai? Donc, à quoi ressembleront les marchés de demain ? Si la majorité écrasante des transactions finit par être juste des algorithmes indépendants luttant en microsecondes contre des algos institutionnels, tous utilisant les mêmes mécanismes de retour à la moyenne. Les marchés deviendront une pure écologie de machines. Exactement. Et dans cet environnement synthétique, où l'émotion humaine, la panique, l'avidité qui créaient les anomalies de prix historiques auront complètement disparu, qu'est-ce qui fera encore bouger les prix ? Qu'est-ce que signifiera la notion même de valeur pour une entreprise ? C'est un horizon assez vertigineux à contempler, il faut l'avouer. Mais la seule certitude, pour l'instant, c'est que la rigueur intellectuelle reste le seul vrai avantage durable. Fin de cette plongée pour aujourd'hui.